La première étape consiste à savoir exactement ce que vous vérifiez. Nous allons donc maintenant passer en revue les 4 moments où on doit se laver les mains. En effet, vous devez d'abord comprendre la définition pour savoir ce que vous vérifiez. Et vous avez ensuite là un outil cohérent et fiable. Nous parlerons donc des 2 environnements d'hygiène des mains et de leur incidence sur la transmission d'organismes. Nous allons également examiner 2 méthodes différentes pour se laver les mains, ainsi que l'importance de maintenir l'intégrité de la peau. Nous ferons enfin quelques exercices pratiques pour savoir ce que signifient concrètement ces 4 moments, en plus de vous en donner quelques exemples. Nous vous donnerons de plus un aperçu de haut niveau du processus de vérification. Il est vraiment important que le personnel comprenne le processus de vérification autant que la personne qui effectue les observations. Voici quelques renseignements supplémentaires pour préciser le sujet de notre présentation. Il arrive en effet que les gens oublient. Comme nous avons l'habitude de faire ce que nous faisons, nous nous demandons pourquoi les infections associées aux soins de santé, ou IAS, suscitent tant d'intérêt. Voici donc quelques précisions pour situer le problème dans son contexte. Les infections associées aux soins de santé constituent la complication la plus grave d'une hospitalisation. Un patient sur 9 contracte une infection en raison de son séjour à l'hôpital. On estime par ailleurs qu'il y a 220 000 cas d'infection associés aux soins de santé chaque année au Canada, entraînant plus de 8 000 décès. Quand j'ai vu ce chiffre de 8 000 décès, je me suis demandé ce que cela signifiait pour nous. Puis j'ai commencé à examiner les chiffres liés à la morbidité et à la mortalité à l'échelle nationale. Ce chiffre de 8 000 décès par année équivaut au total des nombres de personnes qui succombent au cancer du sein et des suites d'accidents de voiture, à l'ensemble de ces décès. On peut aussi être surpris de constater les autres statistiques liées à la mortalité. Nous ne nous sommes pas simplement arrêtés pour réfléchir aux infections associées aux soins de santé, mais ils sont importants. Il y a 2 décennies, les infections associées aux soins de santé représentaient la 11e cause de mortalité, mais elles sont maintenant la 4e cause de décès. Elles se situent donc tout juste après le cancer, la cardiopathie et l'AVC. Nous devons donc prêter attention aux IAS et réfléchir à ce que nous pouvons faire pour les prévenir. Une augmentation de seulement 20% de la conformité de l'hygiène des mains permettrait de réduire de 40% le taux d'infection associé aux soins de santé. Alors, que savons-nous ? Nous savons que la plupart des fournisseurs de soins de santé croient sincèrement qu'ils pratiquent déjà une bonne hygiène des mains. Si vous posez la question, on vous répondra « Bien sûr que je me lave les mains, car nous ne mettrions jamais la vie des gens en danger. » Mais en réalité, ils ne se lavent pas les mains au moment approprié. Peut-être pensent-ils qu'ils se sont lavés les mains quand en fait ils ne l'ont pas fait. Quand nous avons mis à l'essai le programme « Lavez-vous les mains », les résultats de la vérification ont montré un taux de conformité de base inférieur à 40%. Nous ne parlons pas ici d'autres pays ou d'autres provinces. Nous savons que nous avons un problème ici même en Ontario, en ce qui a trait à l'amélioration de la conformité à l'hygiène des mains. Nous savons de plus que la solution à ce problème est entre vos mains. Il s'agit d'une décision individuelle que vous pouvez prendre de vous laver les mains au moment approprié. Du moment que vous comprenez bien quel est le moment approprié, vous avez le soutien du système. Qu'en est-il de ce 40%? Ah, ça concerne les autres. Ça ne nous concerne pas, ça concerne ceux dans notre secteur ou les gens dans notre pays. À moins de voir les données sur leur unité ou leur travail, les gens n'y croient pas vraiment ou ne pensent pas qu'ils ont un problème de conformité. Donc l'une des raisons de faire cette vérification est que les gens ont besoin de voir leurs résultats. Et alors ils commencent à se dire « Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. » En effet, nous avons vraiment l'impression de bien faire parce que nous pensons que le lavage des mains va de soi, comme notre mère nous l'a appris quand nous avions 4 ans. Cependant, comme nous l'avons dit plus tôt dans le milieu des soins de santé, il y a des raisons différentes ou supplémentaires de se laver les mains. C'est exact. Nous avons donc pris le temps d'examiner les raisons pour lesquelles nous ne nous lavons pas les mains. Pourquoi le faisons-nous dans certaines situations et pas dans d'autres? C'est parce qu'il y a vraiment une différence entre le besoin intrinsèque de se laver les mains parce qu'elles sont sales ou collantes, ou qu'il y a quelque chose sur nos mains. Et puis il y a d'autres indications pour l'hygiène des mains en soins de santé, où vous devez vous laver les mains alors que ce ne serait pas nécessaire en société. Je pourrais toucher à clair maintenant sans devoir me laver les mains d'abord si nous étions par exemple dans un corridor quelque part. Mais si Claire est sur un lit dans une chambre d'hôpital,
et que je vais simplement la toucher en passant avant de lui prodiguer des soins, je dois d'abord m'être lavé les mains afin de la protéger. Donc la raison pour laquelle cela est différent en soins de santé, et la raison pour laquelle nous insistons sur l'hygiène des mains des fournisseurs de soins de santé, est que ces derniers passent d'un patient à un autre et d'une chambre à une autre dans le cadre de leur travail. Les déplacements associés aux tâches représentent des occasions pour les organismes ou les germes de passer d'une personne à une autre et d'un environnement à un autre. Et c'est donc cela que nous tentons d'enrayer, la transmission. Si votre patient est dans un lit et que vous ne vous êtes pas lavé les mains, les germes vont se retrouver directement dans un autre lit, chez un autre patient. L'hygiène des mains est efficace parce que si vous utilisez correctement un désinfectant à base d'alcool, les organismes seront éliminés en quelques secondes. Un lavage des mains au savon et à l'eau, qui est fait correctement, détruit aussi les organismes. Donc, ces deux façons de vous laver les mains sont aussi efficaces l'une que l'autre. L'un des grands avantages du désinfectant à base d'alcool est que vous pouvez en avoir à portée de main. Il suffit de tendre la main pour l'utiliser, car il se trouve près d'où vous donnez des soins. La technique compte aussi. Il est très important de se laver correctement les mains. Vous devez donc frotter toutes les surfaces. Claire et moi pouvons vous montrer comment vous lavez les mains avec un désinfectant à base d'alcool. Vous insistez particulièrement sur le bout des doigts, les pouces, le dos des mains, la base des mains, en prenant soin de couvrir toutes les surfaces visibles de vos mains. Vos ongles doivent être courts et propres. Vous devez éviter de porter des bagues et des bracelets, parce qu'il sera difficile de laver la peau qui se trouve dessous. Vous devez absolument éviter les ongles artificiels, parce qu'ils hébergent des organismes. Vous devez également vous assurer que vos manches ne gênent pas, car si vous avez des manches longues, vous ne laverez vos mains que jusqu'ici. Vous devez donc veiller à vous laver les mains correctement, à ce qu'il y ait suffisamment de désinfectant à base d'alcool sur vos mains et à les frotter pendant au moins 15 secondes. Dans le cas du lavage au savon et à l'eau, vous devez vous assurer de faire mousser le savon sur vos mains pendant 15 secondes. Vous mouillez donc d'abord vos mains, vous appliquez ensuite le savon et vous rincez enfin vos mains complètement. Certaines personnes vous disent parfois « Vous essayez de remplacer l'eau et le savon » ou encore « Vous voulez que nous utilisions seulement les désinfectants à base d'alcool ». Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Il y a des situations où le savon et l'eau sont appropriés, surtout si vos mains sont visiblement sales. Il est vraiment important que nous gardions nos mains saines et intactes. C'est vrai, prenez soin de vos mains, car n'oubliez pas que ce sont vos outils de travail. C'est la même chose pour un entrepreneur qui s'apprête à construire une maison. Sans un bon marteau, ni les autres outils nécessaires, il ne peut accomplir un bon travail. En soins de santé, nos mains sont nos outils. Il est important que nous en prenions soin en tout temps. C'est exact. Et il est aussi très important d'appliquer de la lotion au fil de la journée. Vous devez au moins 4 ou 5 fois par jour prendre quelques instants pour vous laver les mains et appliquer de la lotion. Alors, quand doit-on pratiquer l'hygiène des mains? C'est ce dont il est question dans vos 4 moments d'hygiène des mains. Donc oui, nous savons que nous devons nous laver les mains avant de préparer ou de manipuler des aliments, que nous devons nous laver les mains après être allés aux toilettes, et bien sûr, vous savez, chaque fois que vous vous demandez si vous devez ou non vous laver les mains, c'est que vous devez sans hésiter vous laver les mains. Cela ne vous fera pas de mal de vous les relaver. Toutes les raisons de vous laver les mains que vous avez apprises par le passé sont sans doute importantes. Mais notre propos consiste à cibler les moments qui sont essentiels en soins de santé pour prévenir le plus grand risque de transmission. Et c'est aussi ce sur quoi se fonde le concept des 4 moments. Je pense que nos messages en matière d'éducation sur différents sujets ont souvent été compliqués par le passé. Cependant, l'outil 4 moments présente très clairement les situations où il faut se laver les mains afin de prévenir la transmission d'organismes. Il s'agit donc d'un bon outil éducatif et pédagogique. Tu as raison, il est donc essentiel de retenir qu'il y a 2 environnements et que c'est sur cela que notre propos sera axé. Il y a d'abord l'environnement des soins de santé, qui se situe essentiellement au-delà de l'aire immédiate du lit du patient. Si on pense à une chambre, à un lit, cela représente toute la pièce, soit l'environnement du patient. Si on pense à une chambre dans laquelle il y a 2 ou 3 lits, cela représente l'aire située à l'intérieur des rideaux séparateurs. En résumé, l'environnement des soins de santé signifie tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'aire réservée aux patients. Et l'environnement du patient
signifie tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'aire qui lui est réservé. Tous les patients ont leur propre organisme. Ce n'est pas cela qui nous inquiète. Nous voulons éviter de transporter quoi que ce soit depuis l'environnement d'un patient jusque dans l'environnement de soins. A l'inverse, nous voulons éviter de transporter des organismes provenant de l'environnement de soins dans l'environnement du patient. Nous en venons donc au point de service. Qu'entend-on par là, Claire? Cela signifie disposer du produit dont nous avons besoin pour nous permettre de pratiquer l'hygiène des mains au moment approprié et de la bonne manière. C'est pourquoi si nous mettons le produit exactement là où les fournisseurs de soins en ont besoin au fil de leur travail, il leur suffit de tendre la main pour en prendre et se laver rapidement les mains en se rendant au chevet d'un autre patient pour lui prodiguer des soins. C'est ce que nous entendons par faire en sorte qu'il y ait du désinfectant pour les mains au point de service. Il y a 3 éléments au point de service: le patient, le fournisseur de soins de santé et les soins impliquant un contact. Mettre du désinfectant pour les mains là où vous en avez besoin, ou le cas échéant de l'eau et du savon, ou installer un évier réservé à l'hygiène des mains à proximité afin de pouvoir vous laver les mains, sont des façons de faciliter les choses pour les fournisseurs de soins de santé. Encore quelques mots au sujet de l'outil 4 moments d'hygiène des mains. Nous allons commencer par le premier moment. Avant toute chose, il faut réfléchir à l'environnement du patient. On parle ici de l'aire du lit du patient. Pas seulement du lit, mais de ce qui se trouve à proximité du lit, c'est-à-dire à l'intérieur du rideau séparateur. Vous devez donc vous laver les mains avant le contact initial avec le patient ou son environnement. Le mot à retenir ici est initial. Donc, dès que vous pénétrez dans l'environnement du patient, vous devez prendre soin de vous laver les mains. Un autre mot important est contact, parce que plusieurs personnes nous disent « Je ne fais qu'entrer pour demander au patient comment il va, sans toucher à rien ». Qu'en penses-tu, Claire? Eh bien, en fait, quelqu'un a décidé de s'intéresser sérieusement à la question et a découvert que dans environ 95% de nos visites aux patients, nous les touchons parce que nous voulons leur témoigner de l'affection. Vous savez, nous aimons le contact avec les gens. Et donc la plupart du temps, quand nous entrons dans une chambre, nous allons éventuellement toucher la ridelle du lit, donner au patient une petite tape dans le dos, même si nous n'avions pas prévu de le faire. Alors il ne serait vraiment pas exagéré de vous laver les mains chaque fois que vous allez dans une chambre. Vous devez de toute façon vous laver les mains avant chaque contact initial avec le patient ou son environnement. La raison pour laquelle vous devez le faire est que vous devez protéger le patient ainsi que son environnement contre des organismes provenant de l'environnement de l'hôpital que vous pourriez transporter sur vos mains. Encore une fois, vous ne voulez rien apporter dans l'air réservé au patient. Si on pense à l'environnement du patient, vous n'apportez en principe rien dans sa chambre, comme vous ne voulez rien y prendre pour l'apporter à d'autres patients. En résumé, nous voulons éviter de propager les organismes d'un patient, parce que nous transmettons tous des organismes. C'est exact. Donc, la première fois que vous entrez dans une chambre, dès votre contact initial avec le patient ou son environnement, vous vous lavez les mains. Pendant que vous travaillez dans l'environnement de ce patient, vous devez encore vous laver les mains, à moins que vous réalisiez une intervention aseptique, ce qui nous emmène au moment numéro 2, qui est le lavage des mains avant une intervention aseptique. Vous faites cela pour protéger le patient contre les organismes néfastes, incluant les siens, qui pourraient pénétrer dans son organisme, ce qui résume le moment numéro 2. Le troisième moment où il faut se laver les mains est après un risque d'exposition à des liquides organiques. Le mot à retenir ici est risque. Ce n'est donc pas seulement lorsque vous savez que vous pouvez être en contact avec des liquides organiques ou y être exposé, mais quand vous effectuez une tâche ou une activité qui présente un risque. Vous devez alors vous laver les mains. Vous faites cela pour protéger le patient et l'environnement de soins de santé contre les organismes néfastes du patient. Les gens diront par exemple « Je portais des gants quand j'ai manipulé l'urine ou le liquide organique, alors je n'y ai pas été exposé. » Nous savons tous que les gants comportent des taux de fuite, lesquels constituent un risque d'exposition au liquide organique. Et bien sûr, vous devez vous laver les mains par la suite. C'est exact. Et le dernier moment est celui qui suit le contact avec le patient ou son environnement. Ici encore, cela vise à vous protéger et à protéger l'environnement de soins de santé contre des organismes que vous pourriez transporter sur vos mains lorsque vous quittez l'environnement d'un patient. Ce sont donc les 4 moments d'hygiène des mains, les moments où vous devez vous laver les mains. C'est aussi le point de comparaison pour notre vérification de l'hygiène des mains. Quelques exemples s'imposent. Claire, ce serait utile d'examiner quelques exemples du moment numéro 1, soit avant le contact avec le patient et son environnement. Quels sont ces exemples? Comme vous l'avez dit, si je vous serrais la main en public, je ne me laverai pas les mains. Par contre, si vous entriez pour faire la tournée des patients,
à titre de médecin ou d'infirmier, et veniez serrer la main du patient, ou lui donner une petite tape, ou encore lui toucher le bras en disant « Là, là, tout va bien ». Ou si je venais vous faire un massage, le lavage des mains serait essentiel avant toutes ces activités. Ainsi, je n'apporte pas d'organisme à ce patient en provenance d'un autre patient ou de l'environnement des soins de santé. Des exemples donc comme serrer des mains, faire un massage ou tout type de soins directs. Exactement. Avant une intervention aseptique maintenant. Voici quelques exemples de cela. Prodiguer des soins bucco-dentaires, mettre des gouttes oculaires, insérer un cathéter, procéder à une succion, mettre les mains d'une façon ou d'une autre dans une muqueuse. Préparer des médicaments selon le type de médicament et de préparation, mise en place des pansements, etc. Bien. Cela est donc le moment numéro 3, qui suit celui du risque d'exposition à des liquides organiques. Ici encore, si vous savez que vous devez nettoyer de l'urine, des excréments ou des déchets, veillez à bien vous laver les mains par la suite. Évidemment, après avoir retiré mes mains de la bouche de quelqu'un, je retirerai mes gants et je me laverai les mains, car des organismes auraient pu se déposer sur moi. Bien entendu, toucher les yeux de quelqu'un pour lui mettre des gouttes ou être près de ses yeux. Bien entendu, toucher les yeux de quelqu'un pour lui mettre des gouttes ou être près de ses yeux, effectuer une succion ou autre chose du genre, représente un risque d'exposition. Alors évidemment, je dois là aussi me laver les mains. De même, lorsque vous quittez une chambre après avoir été en contact avec un patient ou son environnement, vous devez absolument vous laver les mains. Génial! Il y a tous ces organismes de la patiente qui étaient couchés dans ce lit, car il ne faut pas oublier que, comme nous tous, elle aussi transporte beaucoup d'organismes, et je ne veux pas les apporter aux patients suivants. Je dois donc me laver les mains après avoir quitté cet environnement. Si je changeais les draps, si je donnais n'importe quel type de soin, si je manipulais la ridelle, peu importe ce que je fais là, quand je quitte l'environnement du patient, qui se trouve derrière un rideau séparateur, ou même s'il s'agit d'une chambre à un lit, je dois me laver les mains convenablement. L'hygiène des mains et le port des gants, cela revient souvent dans nos discussions. Le port des gants n'élimine pas la nécessité de se laver les mains. Vous devez jeter vos gants après chaque intervention et vous laver les mains après avoir retiré vos gants. De plus, vous devez porter des gants seulement lorsque cela est indiqué. Nous pensons parfois qu'il suffit de porter des gants pour nous protéger ou protéger le patient. Ce n'est pas le cas. Nous devons porter des gants lorsque cela est indiqué. Rappelez-vous que nous voulons aussi nous assurer de garder nos mains en santé et intactes, et que porter des gants, quand ce n'est pas nécessaire, contribue aux problèmes cutanés. Les gants eux-mêmes peuvent héberger de nombreux organismes. Alors si vous devez porter des gants, pour effectuer une intervention, lavez-vous les mains, enfilez vos gants, effectuez votre intervention, retirez vos gants et lavez-vous encore les mains. Il y a certainement déjà eu de nombreuses éclosions où des personnes portant des gants qui contenaient des organismes ont transmis ceux-ci en passant d'un patient à un autre. Ce sont donc vos 4 moments d'hygiène des mains. Comme nous l'avons dit plus tôt, les 4 moments se fondent sur le risque le plus important de la transmission d'organismes. Donc si nous pouvons maîtriser ces 4 moments, nous pourrons grandement accroître la conformité à l'hygiène des mains et ainsi réduire les infections associées aux soins de santé. L'évaluation de la conformité à l'hygiène des mains. La vérification de la conformité à l'hygiène des mains peut servir de référence à des fins d'amélioration. Les résultats des vérifications doivent donc être communiqués de façon que les gens voient comment se comporte leur unité dans leur secteur. Vous n'observez pas la pratique de l'hygiène des mains d'une personne en particulier. Il n'est pas question d'une performance individuelle. Vous observez plutôt la performance des personnes. Puis vous rassemblez les résultats et vous les communiquez. Lors de la vérification, il est important que les gens observés ne croient pas que vous notez leur nom et ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un enjeu organisationnel et vous examinez notre conformité générale à un moment précis. Comment nous nous conformons le moment suivant? Dans quelle mesure les fournisseurs de soins de santé se conforment-ils? Ici encore, pour que nous puissions observer d'autres interventions, il nous faut plus d'éducation et plus d'accès. Donc le nom d'aucun patient
ni d'aucun fournisseur de soins de santé n'est consigné nulle part. Nous ne communiquons que des données totalement agrégées pour dégager des tendances et trouver des moyens d'améliorer le système. C'est exact. Beaucoup de personnes disent par exemple: pourquoi faut-il que quelqu'un se tienne là à regarder ce que je fais? Nous savons que la seule méthode fiable de vérifier l'observance des pratiques d'hygiène des mains est l'observation directe. Et on entend par là une personne qui se tient là et prend des notes. C'est parce qu'elles doivent observer ce que vous faites afin de savoir s'il y avait ou non une raison de vous laver les mains à ce moment précis. Mais vous savez, on nous demande souvent si cela ne prédispose pas à un effet Hawthorne. Plus précisément, est-ce que cela ne va pas signifier qu'il se lave toujours seulement les mains quand vous êtes là? Cependant, notre projet pilote nous a permis de découvrir qu'en réalité, les gens oublient votre présence après 2 ou 3 observations. Le lavage des mains est une habitude. Les gens ne changent pas leurs habitudes facilement, alors cela prend du temps. Donc peut-être qu'ils se lavent les mains les 2 ou 3 premières fois parce que vous êtes là, mais à mesure qu'ils s'habituent au vérificateur, ils oublient sa présence et reprennent leurs vieilles habitudes. En effet, et si vous pouvez atteindre 80%, vous pourrez peut-être alors déterminer si l'effet Hawthorne a une incidence ou pas. Cependant, tant que nous sommes encore à 40%, je crois que nous pouvons poursuivre l'observation directe. Encore une fois, nous devons faire preuve de transparence. Personne ne se cache dans un coin pour observer ce que vous faites. Ils observent ouvertement l'hygiène des mains. Les gens diront: comment les patients perçoivent-ils cette vérification? En fait, nous avons constaté lors de nos projets pilotes que les patients se sentaient plus à l'aise avec leurs soins quand ils savaient que l'établissement vérifiait vraiment l'hygiène des mains. Personne ne s'est dit incommodé par les observations. En fait, ils étaient ravis que cela soit fait. L'un des points les plus importants est que les observateurs ne notent que ce qu'ils voient. Alors quand vous voyez un observateur, vous savez qu'il note seulement ce que vous voyez aussi. Si vous ne voyez pas si quelqu'un s'est lavé les mains ou pas, c'est que ce ne sera pas consigné dans l'outil de conformité. Cela n'a donc aucun impact sur votre conformité, ni positivement, ni négativement, s'il ne vous voit pas vous laver les mains. Écoutez maintenant ce qui suit car c'est vraiment important. Beaucoup de gens essayent d'enregistrer des gestes en supposant qu'ils n'ont pas été faits. Mais en fait, ils ne les ont simplement pas vus. Les gens disent aussi que c'est parce qu'ils ne les observaient pas vraiment. Il faut donc vous souvenir de dire à vos fournisseurs de soins de santé que vous ne notez que ce que vous voyez. Donc les hôpitaux peuvent entre autres choisir de fournir une rétroaction immédiate aux fournisseurs de soins de santé. Selon le processus de vérification, vous ne donnez donc pas une rétroaction individuelle. Vous recueillez les données sur la conformité et vous les communiquez sous forme globale. La vérification reste ainsi anonyme. Claire pourrait cependant vouloir savoir comment elle se classe au plan de l'hygiène des mains, en particulier parce qu'elle croit qu'elle se lave les mains au moment approprié. Elle est convaincue que je ne connais simplement pas mon rôle de vérificateur et que je ne note pas mes observations correctement. Nous avons donc aussi élaboré un outil à utiliser sur place. Il s'agit simplement d'une version plus petite de l'outil de vérification qui vous permet de fournir une rétroaction immédiate. Je peux donc observer la performance de Claire et l'enregistrer sous forme globale à des fins de vérification. Mais je peux aussi prendre mes notes sur un bout de papier, le remettre à Claire et ainsi lui faire mes commentaires sur place afin qu'elle sache tout de suite ce qu'elle fait, peut-être de la mauvaise manière, ou ce qu'elle peut modifier dans sa pratique. C'est un outil que les hôpitaux pourraient aussi trouver utile dans un cadre de formation. Les gens ont trouvé cet outil vraiment utile. Certains des résumés manuscrits que nous avons lus nous ont montré qu'il s'agissait vraiment d'un moyen utile pour améliorer la performance, parce que les gens ont une rétroaction immédiate. Ils peuvent ensuite jeter la fiche s'ils le veulent. Ils peuvent se dire « D'accord, maintenant je comprends » et déchirer leurs résultats, ou encore les conserver et les montrer quand ils le souhaitent. Cette fiche leur appartient et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est un très bon outil de formation pour m'aider à comprendre où je rate des occasions. Il faut présenter cet outil soigneusement et allouer une période d'adaptation. Vous ne voulez pas que cela devienne une source de confrontation. Par exemple, on remet aux personnes des données globales et elles disent « Je ne crois pas que ces données soient vraiment les nôtres. Que faisons-nous si mal pour que nos résultats soient si mauvais ?» Vous pouvez dans ce cas répondre
que vous pouvez leur donner une rétroaction immédiate si c'est ce qu'ils préfèrent. Et en général, ils acceptent. Ce programme est le fruit d'un effort de collaboration auquel de nombreuses personnes ont contribué. Tirer profit des apprentissages de chacun favorise la pratique de l'hygiène des mains. Nous espérons que vous en retirerez beaucoup de leçons et que vous les partagerez avec les autres, afin que nous parvenions à de bons taux de conformité en matière d'hygiène des mains à l'échelle mondiale.